Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur de nos archives. Aujourd'hui, on va décortiquer des documents fascinants et s'attaquer à ce qui est probablement le plus grand malentendu de l'histoire des sciences. C'est clair. Et c'est vraiment le mot, un malentendu monumental. Ouais, notre point de départ pour cette analyse, c'est un chapitre super dense et captivant qui s'intitule Nikola Tesla and Radiant Energy. C'est tiré des écrits de Jerry Vassilatos. Et la mission de notre session aujourd'hui, c'est pas de refaire une biographie classique. Non, ça on l'a déjà vu partout. Exactement. On veut plutôt mettre en lumière une découverte accidentelle qui a complètement redéfini la vie de Tesla et franchement, qui aurait pu changer le monde. Parce que, contrairement à ce que tout le monde croit, on va pas du tout s'attarder sur le courant alternatif aujourd'hui. Non. On va parler de l'énergie rayonnante et de la technologie des impulsions. Voilà. Et pour bien comprendre, je pense qu'il faut d'abord poser le décor. C'était quoi l'ambiance scientifique à l'époque? Ce qui est fascinant ici, c'est que la science victorienne de la fin du 19e siècle, elle ressemble pas mal à la nôtre par certains aspects. C'est une institution qui est complètement dominée par des modèles mathématiques très rigides. Genre, il fallait que tout rentre dans des cases. C'est ça. L'ambition, c'était de réduire toute la complexité de la nature à des mécanismes simples, mesurables. Le problème de cette approche, c'est que dès qu'il y a une anomalie, un truc qui rentre pas dans les équations, on l'ignore ou on la rejette carrément. Alors que Tesla, lui, c'était un empiriste. Totalement. Il observait d'abord et il théorisait ensuite. Et c'est cette méthode qui lui a permis d'observer des énergies qualitatives que les autres rataient complètement. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, des ingénieurs s'arrachent les cheveux pour reproduire ces inventions. Et c'est fou quand on y pense, parce que dans l'histoire populaire, Tesla égale courant alternatif. Le fameux système polyphasé. Le réseau électrique mondial actuel, oui. Ouais. Et l'anecdote de cette invention est géniale. On a ce jeune Tesla, étudiant à Graz, en Autriche. Il observe un générateur à courant continu qui crache d'énormes étincelles, qui perd plein d'énergie. Et ça le frustre. Grave. Il est persuadé qu'il y a une méthode plus fluide. Et là, l'illumination. Il se promène dans un parc au coucher du soleil, il récite un poème de Goethe, ce qui est très romanesque au passage, et paf, la vision du moteur à champ magnétique tournant lui apparaît clairement. Une très belle histoire qui l'a rendu riche et célèbre. Ouais, avec Westinghouse, l'exposition universelle, la gloire. Mais d'accord, décortiquons tout ça. Parce que la vraie histoire, la vraie exploration, elle commence quand Tesla réalise que cette victoire immense, pour lui, c'est un projet raté. Un échec cuisant même dans son esprit à ce moment-là. Et pour comprendre pourquoi il renie son propre bébé, il faut regarder le contexte de l'époque. Et surtout son conflit avec JP Morgan. Le fameux banquier. Oui, mais pas que. Morgan, à ce moment-là, il est en train de bâtir un monopole absolu. Il contrôle l'industrie du cuivre. Ah, et sans cuivre, pas de câbles électriques. Exactement. Pas de câble pour transporter le courant alternatif de Tesla. Du coup, Morgan utilise ça pour faire pression sur lui. En gros, il lui dit que sans son cuivre, le système de Tesla ne vaut rien. Une vraie prise d'otage financière en fait. C'est ça, une dépendance totale. Et face à ça, Tesla prend une décision radicale. Il se dit que s'il est bloqué par les câbles, il va juste enlever les câbles de l'équation. C'est génial, la contrainte économique pure qui force une rupture technologique. Il annonce qu'il n'a plus besoin des lignes de transmission et il abandonne le courant alternatif. Pour se lancer dans la transmission sans fil. Et c'est là qu'on arrive en 1889, l'expérience qui dérape. Au départ, d'après les sources, il voulait juste reproduire les ondes électromagnétiques de Heinrich Hertz. Les ondes classiques, oui. Voilà. Il utilise des dynamos à courant continu, des condensateurs à très haute tension, et il s'amuse à fermer les interrupteurs de manière super abrupte. Et c'est ce détail technique, la fermeture abrupte, qui va tout changer. Selon les équations de Maxwell que Hertz utilisait, ça aurait dû faire de belles ondes douces, régulières. Sauf que pas du tout. Ah non! Les observations de Tesla sont formelles. La fermeture brutale a déclenché de véritables explosions. Des décharges disruptives, comme il les appelle. Les textes décrivent ça comme des ondes de choc, ça ressemblait à des coups de feu. Et ça piquait physiquement. Ouais, c'est dingue. Tesla disait qu'il ressentait des piqûres aiguës sur tout son corps, même à l'autre bout de la pièce. Les ouvriers des centrales de l'époque connaissaient ça. Quand ils allumaient les grosses dynamos, il y avait des couronnes de flèches bleutées qui sortaient des câbles. Des dards bleutés qui étaient d'ailleurs mortels si on se trouvait sur leur passage. Mais comment on explique ça? Pourquoi c'était mortel? Si l'on relie cela à une perspective plus globale, il faut comprendre l'effet de supercharge ou l'effet d'étouffement. La nature déteste les forces trop brusques.
Prends l'exemple d'une piscine. Ok, j'imagine ma piscine. Si tu mets ta main doucement dans l'eau, elle s'écarte, c'est fluide, pas de résistance. Mais si tu frappes la surface très fort et très vite avec le plat de la main, Ça claque. C'est dur comme du béton. exactement, l'eau résiste. C'est exactement ce qui se passait dans les câbles de Tesla. L'impact électrique était tellement court, la fermeture de l'interrupteur tellement violente, que la résistance du fil de cuivre devenait un mur infranchissable. Donc, le courant se retrouve coincé. Les charges s'accumulaient derrière ce mur de résistance en une fraction de milliseconde. Ça amplifiait la tension de la dynamo à des niveaux des millions de fois supérieurs à la source d'origine. Et puis, paf, l'onde de choc relâchait tout ça dans l'air sous forme d'aiguilles bleues. Et c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Tesla regarde ces ondes de choc qui traversent le verre, qui traversent le cuivre massif, pour venir piquer sa peau. Et il se dit que les lois classiques de l'électricité ne marchent plus. Il est face à un tout autre phénomène. Voilà. Il réalise qu'il ne manipule plus des électrons classiques dans un fil. Il a affaire à une énergie qui rayonne en ligne droite, un peu comme un gaz sous pression. Et ce gaz, pour lui, c'est l'éther luminophère. L'éther, un concept super populaire à l'époque victorienne. Très populaire. À l'époque, on pensait que le vide n'existait pas. Pour que la lumière voyage dans l'espace, il fallait bien un milieu pour la porter, un gaz ultra fin. Dmitri Mendeleïev, celui du tableau périodique. Oui, le fameux tableau qu'on a tous vu à l'école. Lui-même considérait l'éther comme un vrai gaz chimique. Il l'avait même placé avant l'hydrogène sur son tableau. Il disait que ces particules se déplaçaient à 2,5 millions de mètres par seconde. Donc, pour Tesla, le courant électrique classique de nos maisons, c'est un mélange. Il y a les gros électrons lourds collés au cuivre, qui chauffent et qui sont lents, et il y a ce gaz éthérique, ultra léger et neutre, qui est piégé au milieu. C'est exactement sa vision des choses. Et c'est là qu'on comprend la vraie utilité du transformateur Tesla, la fameuse bobine. Son but, c'était pas de faire des grosses étincelles pour le spectacle. Non, c'était une machine de tri, du fractionnement, Comment ça marchait ce fractionnement? grâce à ces décharges unidirectionnelles brutales. Lors de l'impact, le fameux claquement sur l'eau, les électrons étaient trop lourds. Ils restaient coincés dans la bobine de cuivre. Mais l'éther, qui est neutre et hyper léger, lui, il passait. Il glissait à la surface du fil. Et c'est exactement ça. Voilà l'effet de peau. Sans le frein des électrons, ce gaz s'écoulait le long de la surface de la bobine à une vitesse ahurissante. Supraluminique même, plus vite que la lumière. L'analogie du tube de Venturi utilisé dans la source aide bien à visualiser. C'est comme quand on force un fluide dans un tuyau étroit, il accélère de fou. La surface de la bobine agissait comme ce canal pour l'éther. Et le plus fou, c'est que ça s'auto-amplifiait. Tesla notait que ces bobines gagnaient 10 000 volts par pouce de surface parcourue. L'énergie rayonnante ne perdait pas de puissance. Elle s'accumulait. C'est là qu'il a commencé à créer des trucs complètement vertigineux, des preuves par l'application. On a ces ampoules à vide, avec un simple bouton de carbone à l'intérieur. Traversée par ces impulsions, elle produisait ce qu'il nommait une lumière noire. Une lumière invisible, mais qui traversait les murs. Les sources racontent qu'il pouvait imprimer des radiographies dans la pièce d'à côté. Et ça, bien avant la découverte officielle des rayons X par Röntgen. Ouais, l'histoire l'a un peu oublié là-dessus. Mais la différence majeure avec les ondes normales, c'est que l'énergie de Tesla ne s'affaiblissait pas avec la distance. Contrairement à la physique classique, oui. La loi de l'inverse du carré de la distance ne s'appliquait pas. Son énergie rayonnante s'accumulait en avançant. Et ça ouvre la porte à des concepts dingues. Il avait conceptualisé une télévision sans mécanisme de balayage. Au lieu d'afficher des lignes sur un écran, ça envoyait une image entière, en bloc, à travers les murs. Et il y avait aussi ces fameux beam rays, ces rayons faisceaux, des flux d'éther pur canalisés dans les tubes sous vide. Impossible à diverger. Parfaitement parallèle, oui. C'est comme un jet d'eau sous une pression colossale passant par un trou d'aiguille. L'énergie cinétique était telle que ça pouvait faire fondre des métaux à distance. Il voyait ça comme un outil de radar indestructible ou un bouclier, tout ça avec des impulsions, sans une once de courant alternatif. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie? À l'échelle de notre monde, je veux dire. Eh bien, cela soulève une question importante sur la nature même de notre univers. Parce qu'il y a un détail expérimental qui a mis Tesla sur la voie d'une théorie bien plus vaste, le fameux courant qui continuait de circuler. Oui, Quand il arrêtait ses machines, les courants d'éther avaient tellement d'élan qu'ils continuaient de couler dans son laboratoire pendant des heures. la dérive de l'éther. L'éther drift. Exactement. Si on mettait une ampoule au bon endroit dans la pièce, elle s'allumait toute seule, sans aucun fil. Le flux s'entretenait. Et là, l'esprit de Tesla a extrapolé ça au cosmos. Il s'est dit, bon,
Si moi, dans mon labo, je peux faire ça, qu'est-ce que fait le Soleil? Pour lui, le Soleil et toutes les étoiles étaient de gigantesques générateurs qui expulsaient en permanence des flots d'énergie, rayonnant à des pressions folles. Donc, la Terre serait bombardée en continu. Ce qui l'a amené à contredire carrément l'explication académique de la radioactivité. Oui, pour la physique moderne, la radioactivité, c'est un atome instable qui se désintègre de l'intérieur. Mais pour Tesla, pas du tout. Non, pour lui, il n'y a pas de moteur interne. Les atomes denses comme l'uranium ou le radium agissent juste comme de grosses cibles. Ils se font fracasser par ce bombardement constant de l'éther cosmique. Et ce qu'on mesure comme radioactivité, c'est juste les éclats de ces collisions. C'est fou de voir les choses comme ça. Et le pire pour la physique moderne, j'entends, c'est sa vision de la gravité. On nous apprend tous que la gravité, c'est une attraction. La masse de la Terre nous tire vers le bas. Et Tesla renverse totalement ce modèle. Pour lui, la gravité n'est pas une attraction, c'est une pression. Une poussée venant d'en haut. C'est ça. Le flux d'éther cosmique pleut sur la Terre à une vitesse folle. En traversant la matière terrestre, il rencontre de la résistance. Il ralentit, crée de la chaleur, ce qui explique la chaleur interne du globe, et surtout, il exerce une pression physique constante vers le bas. Ce vent cosmique qui nous écrase contre le sol. C'est vertigineux. Ce qui est fascinant quand on se plonge dans tout ça, c'est vraiment la méthode de Tesla. Une pure observation empirique. Face à des anomalies violentes dans son labo, il n'a pas essayé de bricoler les vieilles équations pour que ça rentre. Il s'est détaché des dogmes académiques. Et ça lui a permis de voir la nature non pas comme un truc mécanique et fragmenté, mais comme un système fluide, interconnecté. Un système infiniment généreux en énergie. Et je crois que c'est vital de garder ça en tête pour notre audience. L'histoire des sciences, c'est plein d'anomalies ignorées. Mais c'est souvent là que se cachent les véritables révolutions. Il faut garder l'esprit ouvert. Complètement. Souvent, la science avance précisément quand on accepte de regarder ce qui dérange. Ça m'amène d'ailleurs à une pensée finale, un peu provocatrice, inspirée par ces archives. C'est quelque chose qu'on peut tous méditer. Je t'écoute. Si on suit la vision de Tesla, la Terre entière agirait comme une énorme lentille. Une lentille qui capte et concentre en permanence un flux d'énergie sous haute pression venue de l'espace. Du coup, est-ce que notre quête désespérée pour creuser et brûler des carburants terrestres, ça reviendrait pas à chercher à allumer une toute petite allumette alors qu'on baigne déjà dans un océan de lumière invisible? C'est une excellente image. Et quand on y réfléchit bien, aujourd'hui, nos astrophysiciens cherchent désespérément à prouver l'existence de la matière noire ou de l'énergie du vide quantique. Cette fameuse énergie du point zéro. Exactement. Ces concepts hyper complexes d'aujourd'hui, se pourrait-il qu'ils soient simplement les nouveaux noms de ce fleuve d'énergie cosmique que Tesla affirmait déjà manipuler il y a plus d'un siècle? C'est une question qui donne vraiment envie de regarder le ciel autrement. Ou même une simple ampoule. Absolument. Un regard radicalement neuf sur ce qui nous entoure. On va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé cette exploration en profondeur avec moi. Merci, c'était un plaisir de replonger dans l'esprit de Tesla. Et merci à toutes et à tous pour votre écoute. Restez curieux et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les archives qui bousculent nos certitudes.